Quand on parlera de l'économie, on verra. Mais quand l'économie va aller mieux, quand la croissance va être relancée, quand on aura du travail, on ne parlera plus tellement des jeunes gens qui avaient pris les armes. Ce sera un souvenir lointain et ce sera heureux ainsi. Mais il faut une loi de programmation militaire faite par eux. Ensuite, l'évolution dans l'armée, les grades. Mais les pratiques n'ont pas changé depuis le temps où le Premier ministre était aux affaires. Ah non, les pratiques n'ont pas changé. Ce sont des militaires qui font des propositions et le chef d'état-major les transmet au ministre, le ministre les amène. Mais moi, j'appelle tous les chefs de corps avant de prendre les décisions. Très bien. Votre temps a été épuisé. On va embrayer sur la sécurité, l'insécurité qui est préoccupante dans ce pays. Agression à domicile, braquage, coupeur de route. Parfois, on paraît impuissant devant tous ces phénomènes. Comment faire, M. Babo, pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce pays? Il faut renforcer la gendarmerie et il faut renforcer la police. Nous avons commencé à mettre des bataillons de forces de police à niveau gagnois. On va continuer au Guinée, aura un bataillon de CRS, on aura à Korobo, à Bondoukou, dans toutes les capitales des régions, nous mettrons des policiers en force suffisante. C'est un des domaines sur lesquels il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger les choses. Il faut payer pour la police. Nous avons déjà fait des réformes, nous avons déjà augmenté les traitements salariaux des policiers, nous avons augmenté les traitements salariaux des gendarmes, mais il faut faire plus. Il faut recruter pour que il y ait un maillage total sur l'ensemble du territoire. Donc, sur les braquages qu'il y a sur les routes, les coupeurs de route, il faut rendre la gendarmerie et la police mobile. Quand j'étais petit, on parlait de gendarmerie mobile. Il faut les rendre mobiles. C'est-à-dire qu'il faut que sur l'autoroute, il y en ait qui partent d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, il y en a qui partent de Yamoussoukro jusqu'à Abidjan. Il faut que ça circule et que... Parce que les brigands ont peur de la force qui marche. De Guinée jusqu'à Mans, c'est le même mouvement. De Mans jusqu'à Guinée, c'est le même mouvement, etc. Donc, il faut rendre les policiers et les gendarmes très, très mobiles et il faut les armer. Il faut les armer, il faut les équiper. Il faut qu'ils soient plus équipés que les brigands. Or, aujourd'hui, on voit des policiers, on voit des gendarmes qui n'ont pas d'armes alors que les brigands sont armés jusqu'aux dents. Cela est insupportable. Cela est insupportable et il faut régler ça. Donc là, il faut rendre la gendarmerie et la police mobiles. Il faut que sur les grands axes, la gendarmerie et la police prennent le pas sur les coupeurs de route. Il faut que dans les agglomérations comme Abidjan, on fasse des patrouilles pédestres et des patrouilles véhiculées. Les patrouilles pédestres, les gens marchent à pied, ils sont dans des petits groupes de 5 ou de 6, armés jusqu'aux dents. Il faut faire cela. Et nous sommes prêts à le faire. M. Ouattara, quels sont vos projets pour lutter contre l'insécurité, assurer la protection des biens et des personnes? Oui, c'est vrai que nos concitoyens sont très déçus par le travail des services de sécurité. Mais avant d'aborder cela, je vais compléter la question de la défense pour la configuration que je prévois et surtout répondre aussi à ce que Laurent Gbagbo a dit concernant Marcoussi et autres, qu'il y avait eu des difficultés parce que je ne reviens pas là-dessus, mais c'est pour cela que je veux que les enquêtes que nous aurons eu à faire, la commission Vérité et Réconciliation, établisse un chronogramme de ce que nous devons faire et quand est-ce que nous devons le faire. Comme ça, ce sera très clair pour tout le monde. En matière de défense, moi j'ai prévu dans mon programme la création d'un service national
on va dire que je jette 9 milliards à la face de nos concitoyens, mais non, parce que pour que le service obligatoire, pour une courte période, pour que le service militaire civil ou mixte, et qu'il y ait une certaine liberté de choix pour les jeunes. Et surtout, un événement important, c'est que nous devons faire la scission entre le monde politique et l'armée. L'armée doit véritablement être la grande muette, ce qui n'a pas été le cas toujours par le passé. C'est important qu'on le fasse. Ndida Kwasi, conseiller du général Gueye, c'était pas normal, mais c'est du passé. Alors bon, il y a les questions de rajeunissement des effectifs, il y a les conditions de vie des militaires et autres. Mais sur la sécurité, il faut faire un effort pour la sécurisation des personnes, mais aussi des biens. Et il faut travailler à la réorganisation de la police et de la gendarmerie. Et dans mon programme, j'ai prévu 60 milliards de francs CFA pour cela, parce que c'est une priorité. Il faut l'intensification des actions des forces de l'ordre sur le terrain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut l'accélération des traitements des cas de délinquance par la justice. C'est très lent, on sait qu'il y a toujours ces margouillards dont j'ai parlé. Et puis, toute une série de choses, la mise en place d'un dispositif social aussi pour la prévention de la délinquance. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai prévu l'école obligatoire jusqu'à 15 ans, parce que ça permet en fait d'avoir des jeunes gens qui au moins ont un certain niveau avant de pouvoir faire autre chose. Et enfin, tenir compte des difficultés des policiers notamment. Il y a des policiers, me disent-ils, ont plus de 15 mois d'arriérés de baux administratifs. Alors avec ça, ils sont quelquefois mis dehors dans les cours communes, etc. Donc on doit trouver les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes des policiers, faire en sorte que toutes ces questions de logement qui empoisonnent l'atmosphère soient réglées. Ils seront en sérénité. Merci. Et ils seront bien également. Voilà, c'est terminé sur ce chapitre. Nous allons aborder le troisième volet de cette émission consacrée à l'économie. C'est vous, M. Ouattara, qui commencez. Selon vous, question introductive, comment se porte l'économie ivoirienne? Écoutez, l'économie ivoirienne, malheureusement, ne se porte pas bien. Moi, je ne suis pas très heureux ou très content de le dire. Je pense que pas les chiffres, mais la réalité est là. Les Ivoiriens le disent au quotidien. Les Ivoiriens souffrent. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté, que ce soit le sucre, l'huile, le savon, etc. Il y a tout de même des problèmes majeurs dans l'économie nationale. Alors, à toute chose, il faut connaître les causes. Pour moi, la cause, c'est peut-être le fait que l'allocation des ressources n'a pas été bonne. Parce que quand vous avez une économie vous devez vous assurer qu'il y a un minimum de ressources qui sont données à l'investissement. Parce que c'est l'investissement qui permet de créer, de faire des travaux, de créer des emplois et ainsi de suite. Nous avons maintenant un budget qui est littéralement consacré à 95% à la consommation. Alors, évidemment, quand on consomme tout ce qu'on a, vous avez une maison que vous avez achetée et pendant 10 ans, vous ne faites pas du tout d'entretien de la maison. Vous faites seulement que payer vos frais d'électricité, d'eau, etc. Et à un moment donné, vous avez des problèmes dans d'autres parties de la maison. Donc, il faut reprendre la gestion économique. Ce n'est pas un travail facile parce que ça demande des décisions difficiles. Il faut, dans ces décisions, prendre soin de protéger les plus défavorisés. Ceux qui ont très peu. Mais aujourd'hui, on apprend, et tout le monde le sait, qu'il y a beaucoup de familles qui mangent qu'une ou deux fois par jour. Ce n'était pas cela la Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Alors, beaucoup d'Ivoiriens se plaignent au niveau de la santé. Ils n'ont pas 5 000 francs pour acheter les médicaments. Et ainsi de suite. Je pourrais faire toute une liste, mais ce n'est pas ça l'objet. C'est se dire qu'est-ce que nous allons faire. Et moi, j'envisage, j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir un programme massif d'investissement. C'est pour cela que j'ai parlé de 12 000 milliards de francs CFA en 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens en investissant dans l'eau, dans l'électricité, etc. Mais également en améliorant les conditions d'emploi, notamment l'emploi des jeunes.
Parce que si ces jeunes n'ont pas d'emploi, nous sommes en train de préparer des situations très difficiles, des lendemains très difficiles, et pour nous-mêmes, et pour le pays entier, parce qu'ils sont majoritaires, ces jeunes. Donc il faut leur trouver des emplois et le faire très rapidement, et j'ai les moyens de le faire, parce que c'est ça que je sais faire le mieux. Très bien, vous aurez l'occasion de nous développer ce que vous proposez. Monsieur Laurent Gbagbo, quel est votre diagnostic de l'économie ivoirienne? Oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y a la guerre. Et vous savez, pendant qu'on sortait de la crise militaro-politique, j'ai repris les négociations que j'avais avec les institutions de Bretton Woods. Parce qu'on avait commencé à discuter. Dès que je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette de 6 700 milliards. C'est pas moi qui l'ai contractée. Mais cette dette était assurément trop forte pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Donc nous avons commencé à négocier, ça marchait très bien. Keller est venu ici, il a même dormi ici, il est parti et puis la guerre a éclaté. Les FMI et la Banque mondiale se sont retirés et puis nous avons donc continué à vivre sur nos propres recettes. Après la signature des accords de Ouagadougou, j'ai repris langue avec les institutions de Bretton Woods et nous avons bien évolué. Nous avons bien évolué, nous avons eu le point de décision et il y a quelques conditions à remplir pour avoir le point d'achèvement et ça, les élections sont une condition, même si elles ne sont pas une condition écrite, les élections sont une des conditions. Après les élections, nous aurons le point d'achèvement. Cela nous rapportera de l'argent. Au minimum 500 milliards par an. 500 milliards par an que nous gagnerons au lieu de les utiliser pour rembourser le service de la dette. Avec ça, nous pourrons faire beaucoup de choses. Création d'investissements dans le secteur productif, etc. Création des écoles, des dispensaires, etc. Mais on a mieux. Nous continuons à travailler sur le pétrole, à travailler avec beaucoup de compagnies étrangères qui ont de grandes renommées. Nous allons avoir du pétrole. Et à part le pétrole, il y a le manganèse, il y a le fer, la tétallite, etc. Et nous sommes heureux que la Guinée ait achevé son processus électoral parce que sur le monde Nemba, il faut absolument que les trois pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria, travaillent ensemble pour l'exploitation des minéraux. Et cela doit aller de pair avec la construction d'un chemin de fer Touba-San Pedro. Donc, nous travaillons et les perspectives sont bonnes. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas céder au pessimisme. C'est pourquoi nous faisons tout pour sortir de la crise. Pour sortir d'abord de la guerre, nous sommes sortis de la guerre, pour sortir de la crise. Quand nous allons en sortir totalement par les élections, nous aurons de l'argent pour investir. Et quels sont les secteurs prioritaires pour la relance économique et quelle place allez-vous accorder à l'agriculture qui est l'épine dorsale de notre économie? Oui, c'est bon. Bon. L'agriculture est aujourd'hui l'épine dorsale de notre économie. Elle a été diversifiée au niveau de l'agriculture d'exportation depuis Houphouët-Boigny. Bon, il y avait le café et le cacao. Aujourd'hui, il y a l'EVA, il y a l'ananas, il y a la banane, il y a l'acajou, les noix d'acajou, etc. Donc, l'agriculture d'exportation a été diversifiée, c'est une bonne chose. Il faut mettre l'accent sur l'agriculture vivrière. J'ai envoyé une équipe au Brésil, mais on pouvait l'envoyer aussi dans d'autres pays, l'Inde, la Chine, etc. J'ai envoyé une équipe au Brésil pour étudier avec les Brésiliens comment nous pouvons mécaniser l'agriculture et la rendre plus performante, l'agriculture vivrière. Donc, ils sont d'accord. Nous attendons les élections. Après quoi, quand ils seront élus dimanche, nous allons les inviter à venir, nous allons reprendre langue et puis discuter pour l'installation des usines ici pour monter les machines-outils. Et ces machines-outils,
ou bien elles seront achetées pour des agriculteurs fortunés, ou bien elles seront achetées par des coopératives, mais elles vont travailler. Mais il y a mieux que ça. Pour le cacao, nous sommes leaders mondiaux. Nous produisons 1 200 000 tonnes environ, 1 400 000 ou 200 000 tonnes par an. Il a décidé qu'il nous fallait doubler notre production sur les 10 ans à venir. Et il nous est possible d'atteindre 2 millions de tonnes sans forcément couper de nouvelles forêts. C'est-à-dire en remplaçant les plants vieux, il y a des plants qui ont mon âge, en les remplaçant par des nouvelles variétés qui sortent des instituts de recherche, des instituts ivoiriens, des instituts ghanéens, des instituts malaisiens, etc. On va le faire et nous pouvons, sur les 20 ans, gagner, produire 2 millions de tonnes. Ayant produit, il nous faut faire toute la transformation sur place ici. Ça va créer une deuxième ligne d'emploi. Et tous nos gros clients qui nous achètent le cacao en ferme sont d'accord avec cette idée. Ils sont d'accord. Donc, il nous restera à négocier. Si nous pouvons mettre une usine par département producteur, une usine au moins, parce qu'il y a un département comme Soubré, comme San Pedro, comme Tabou, qui produisent beaucoup, et ils devront avoir plus d'une usine. Mais il nous faudra faire ça. Donc, augmenter notre production, doubler notre production de cacao et transformer tout ce que nous produisons comme cacao ici, au moins pour le premier broyage. M. Ouattara, quels sont dans votre programme les secteurs prioritaires pour la relance de notre économie et quelle place accorder à l'agriculture ivoirienne? Oui, je voudrais d'abord dire à mes compatriotes que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce pays était prospère il y a 20 ans, il y a 25 ans. Nous étions parmi les leaders. Moi, j'étais directeur Afrique dans les années 80. Nous avions une économie plus forte que la Tunisie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, le Ghana. Et malheureusement, il y a une détérioration. Je connais les souffrances des uns et des autres. Je sais que la plupart des prix ont doublé depuis 10 ans. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit certains denrées primaires, et ainsi de suite. Je voudrais leur dire que moi, je suis d'abord un économiste. Et donc, je vous demande de me faire confiance. Le programme que je prévois, c'est de résoudre le problème économique et social du pays. Et ça se fait par plusieurs moyens. Je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer dans les détails, mais fondamentalement, le problème de la dette sera réglé l'année prochaine à cause des élections. Laurent Gbagbo l'a dit, et je crois que nous devons tous nous en féliciter. Et alors, à partir de là, il faut trouver des ressources pour faire des investissements majeurs, des investissements importants dans les secteurs qui sont des secteurs de relance. Et pour cela, il faut donner également un rôle au secteur privé. C'est-à-dire créer les conditions au plan juridique pour que les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, puissent investir. Vous savez que les Ivoiriens détiennent plus de 3 milliards de dollars dans leur compte bancaire à l'étranger. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas confiance et ils gardent cet argent à l'extérieur. Ils vont le ramener quand on a eu des élections apaisées et que nous serons tous d'accord que ces élections se sont bien passées. Laurent dit dimanche quand je serai aux affaires, c'est plutôt moi qui serai aux affaires dimanche. Mais ça, ce sont les Ivoiriens qui vont en décider. Alors, par rapport à l'agriculture, c'est un secteur où vraiment l'investissement doit être considérable. Moi, j'ai deux priorités. Il y a d'abord l'emploi pour la jeunesse. Je l'ai dit, c'est 600 milliards que j'ai prévu dans mon programme. Et également l'agriculture, c'est la même chose. Et parce que nous avons constaté que la gestion du secteur agricole n'a pas été bonne. Nous allons créer deux structures, je l'ai déjà dit. Nous allons nous assurer que les paysans obtiennent plus de la moitié du prix international. Nous allons faire des travaux
nous aurons la capacité d'attirer toute une série d'investisseurs pour le faire, pas seulement des investisseurs traditionnels, mais des investisseurs venant d'ailleurs. Mais j'aurais voulu avoir tellement de temps pour vous parler de mon programme économique, mais vous nous donnez 3 minutes et je trouve que ce n'est pas suffisant. Alors, vous pouvez continuer à parler encore du secteur privé, vous l'avez abordé rapidement. Oui. C'est un secteur important, secteur pourvoyeur d'emplois. Tout à fait. Depuis que les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise ont appris qu'il y avait cette émission, beaucoup nous ont appelé, de savoir ce que vous leur réservez, qu'est-ce que vous proposez à ce secteur-là pour le dynamiser. Alors, la première chose pour le secteur privé, c'est l'environnement des affaires. Il faut que les questions de justice soient réglées. Et ça, c'est essentiel. Deuxièmement, que les questions de justice ont un impact sur toutes ces questions de raquettes, d'utilisation abusive des pouvoirs de l'État par rapport aux entreprises privées. Moi, je suis très fier de dire que je suis un libéral social. Donc, nous allons donner une priorité à faire en sorte que les entreprises puissent investir ici, puissent gagner de l'argent, puissent investir de l'argent. Alors, la troisième chose qu'il faut faire pour les entreprises privées, c'est toute la question de la fiscalité. Déjà de 90 à 93, j'avais fait des efforts considérables pour faire baisser la fiscalité, et ça également c'est un domaine sur lequel je vais m'appuyer. Il faut baisser la fiscalité, parce que s'il y a moins d'impôts, même ceux qui essaient d'éviter les impôts vont payer leurs impôts. Si au lieu de payer 25 ou 30%, on leur dit payer 10 ou 15%, peut-être que ceux qui naturellement pensent que bon, ils veulent éviter le fisc, ils viendront eux-mêmes payer leurs impôts. Ça augmente de manière considérable les ressources. Et en plus, il faut maintenant que dans ces secteurs, que sont le pétrole, que sont les mines, que nous ayons des grands projets, des BOT, qui permettraient à des entreprises, par exemple, de construire le chemin de fer San Pedro, Touba, Odiene, etc. Il faudrait de nouveaux barrages hydroélectriques. Ça demande des centaines de millions d'euros d'investissement. Il faudrait faire un certain nombre de constructions de châteaux d'eau, même par le privé. Il faut donner cette capacité au privé d'investir dans le pays. Et c'est ce que j'appelle la liberté d'entreprise. Et donc, j'ai la capacité de le faire. Je considère que les Ivoiriens ont besoin d'une économie forte, une économie en croissance rapide pour absorber le chômage et pour alléger les souffrances de nos compatriotes. Mais ceci est il vous reste encore 50 secondes. Quelle bonne nouvelle. J'ai encore 50 minutes. Vous savez, 50 secondes. Dans le domaine des affaires, il faut également tenir compte de l'ensemble de nos partenaires. Moi, je suis très fier de dire, quand j'étais Premier ministre, j'ai fait, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de jeunes entrepreneurs ivoiriens en son temps ont été encouragés par moi et la primature. Et beaucoup après sont devenus archi-milliardaires, ils ont fait de bonnes affaires. Donc je crois qu'il faut encore recommencer à donner des possibilités aux jeunes Ivoiriens. Surtout que depuis 20 ans, il y en a encore beaucoup plus qui sont formés. Certains sont à l'intérieur, certains sont à l'extérieur. Il faut leur créer un cadre spécial de retour et d'investissement. Et en plus... Bien, monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur, le secteur privé, pour le dynamiser? Mais depuis 1987, j'ai écrit et j'ai dit que le secteur privé est le centre, est le nerf de la guerre, et c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois et qui est pourvoyeur de richesses. Donc, depuis 1987, je me répète, mais tout à l'heure, le Premier ministre dit, je suis un économiste, je vous demande de me faire confiance. Nous sommes à une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, on ne cherche pas forcément un bon économiste. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais ça ne fait pas de... Parce que des grands dirigeants, des grands chefs d'État dans ce monde n'étaient pas du tout économistes. De Gaulle, en France, était militaire. Pompidou, qui l'a remplacé, était un professeur de lettres, qui est devenu banquier, comme mon ami Danon Paul est devenu banquier, professeur de lettres. François Mitterrand était avocat, comme Sarkozy aujourd'hui l'est, et pourtant il dirige des grandes économies. Et même Houphouët-Boigny, dont se réclame le Premier ministre, et avec qui il a travaillé, c'est un médecin.
Donc, je veux dire, diriger un État, c'est avoir les champs de l'État. Et je suis frappé par le fait que nous faisons des propositions similaires, sans que moi je sois économiste, et lui il l'est, mais c'est parce que ce sont les réalités du pays. Baisser la fiscalité, il a dit, je suis heureux. Mais nous, en arrivant, le budget, la loi de finances de 2002, nous avons effacé 300 milliards de dettes dues par les entreprises à l'État. Nous avons effacé puisque c'était une créance morte. Certaines entreprises avaient disparu, d'autres se portaient très mal, nous n'allions pas encore les accabler. Qu'on prenne la loi de finances de 2002, on verra que nous avons laissé 300 milliards. Et donc, sur l'électricité, effectivement, nous avons commencé les négociations. Nous sommes en négociation avec des grands groupes pour faire le barrage de Soubré, qui aurait dû être fait depuis longtemps et qui ne l'a pas été. Pour faire le barrage de Soubré, et il faut regarder avec l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour voir. Mes pairs de la CEDEAO m'ont confié la réflexion sur les transports et sur l'énergie. Nous sommes en train de travailler dessus pour voir quelles sont les solutions que nous allons utiliser ensemble pour qu'on ait des sources d'énergie qui soient utiles à tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, vous avez la parole, vous la gardez, M. Laurent Gbagbo. On va parler du chômage. Oui. Le taux de chômage, il est de 19% sur le plan général, sur le plan national. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes? Vous savez, le problème du chômage n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on donne des réponses, hein. Il faut qu'on réponde pour demain. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Or, dans les années 70 déjà, le président Oufoué avait dû instituer comment dirais-je, une allocation chômage. Et il y a eu des groupes de chômeurs qui sont formés pour toucher cette allocation. C'est ça. Donc le problème du chômage, il est formé et il existe depuis au moins 40 ans en Côte d'Ivoire. Mais il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Et je dirais même, comme Obasanjo l'a dit en 2001, travaillons ensemble au niveau de la CEDEAO pour lutter contre le chômage, sinon il y aura des rébellions dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand des jeunes n'ont pas de travail, n'importe quel démagogue peut venir les trouver. Et puis leur dit, je te donne 200 000 francs, prends une Kalachnikov, va faire la guerre à celui-ci, va faire la guerre à celui-là. Donc il faut le prendre à bras le corps. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Je parle de l'agriculture vivrière. Je dis, par exemple, que les jeunes ivoiriens, il y a beaucoup que j'ai aidés, moi aussi, monsieur le Premier ministre, que j'ai aidés, qui sont installés, qui sont aujourd'hui prospères. Et je m'en réjouis. Et je me réjouis que vous l'ayez fait. J'ai lu votre petit livre là, et votre livre d'entretien, je me réjouis que vous l'ayez fait. Mais, par exemple, les ignames qui sont produites à Bamboukou, à Korogo, à Odiéné, les jeunes Ivoiriens se délinqueraient de ces ignames, alors qu'ils allaient les chercher, venir les vendre sur les marchés du centre et du sud, rapportent de l'argent. Il faut le faire. Donc, il faut chercher la rentabilité dans tous les petits domaines. Dans tous les petits domaines, il faut chercher la rentabilité. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Nous avons créé le FNS. Je ne suis pas content parce que je souhaite que ça aille plus rapidement, mais le FNS a quand même créé des centaines de petites entreprises, donc des milliers d'emplois. Hein? Le Fonds national de solidarité, en pleine guerre, nous l'avons créé. En pleine guerre. C'était en 2003 ou en 2004 que nous l'avons créé. Mais donc, quand nous serons dans la paix et que nous aurons la remise de notre dette, nous pourrons faire beaucoup plus. J'ai dit que j'allais créer une banque pour l'emploi. Une banque pour l'emploi. Pour le moment,
les banques qui existent, une va être chargée de financer les petites entreprises. Très bien. M. Ouattara, quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et particulièrement celui des jeunes? Oui. Non, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Laurent Gbagbo concernant le fait que l'emploi économiste ne soit pas quelque chose d'important ou d'essentiel pour exercer la fonction suprême. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce que je voulais dire à mes compatriotes, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise économique et une crise sociale. Bon, donc vous conviendrez avec moi qu'un médecin généraliste sait très bien si on a un rhume ou quelque chose, mais que s'il faut opérer quelqu'un, il faut un chirurgien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et qu'il faut par conséquent tenir compte de cela. C'est important qu'on adresse de manière vigoureuse les questions économiques, les problèmes économiques que nous rencontrons. Alors, il a également dit que beaucoup de choses s'expliquent par le fait de la guerre. C'est vrai, la crise est douloureuse, elle est difficile, elle a des conséquences terribles pour les familles, mais nous devons nous dire qu'il faut aller au-delà, parce que beaucoup de pays ont été en guerre, mais après se sont reconstruits. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment que Laurent Gbagbo dise à ces gens d'arrêter de dire toujours c'est la guerre, c'est la guerre. Ça n'honore même pas le candidat, parce que ce dont il s'agit, c'est ce qu'on doit faire maintenant et aujourd'hui et pour le plus. L'accord de signé a été signé, l'accord de Ouaga a été signé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est en paix. Moi, je le lui ai dit personnellement. J'apprécie. Alors, donc, ça fait 4 ans. Donc, vraiment, mettons-nous au travail. Essayons d'adresser les problèmes des Ivoiriens et voir comment le faire. Alors, moi, je pense que dans le cadre de trouver des ressources pour relancer l'économie, il y a tout ce que j'ai cité avant, donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Et c'est pour cela que dans mon programme, j'ai dit que j'ai prévu 5 universités en 5 ans, j'ai prévu 5 CHU, j'ai prévu de bitumer des centaines de kilomètres de routes, j'ai prévu de renforcer donc certaines routes qui sont totalement abîmées. Je pourrais continuer la liste. Donc nous avons besoin d'un plan ivoirien de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela que je vois donc la suite. Alors, les Ivoiriens n'ont de cesse d'interpeller les pouvoirs publics sur la cherté de la vie. Les salaires sont bloqués depuis plusieurs années. Les prix des produits de première nécessité flambent. Le kilo de viande est passé de 1600 francs à plus de 2000 francs. Le kilo de sucre de 600 francs à 1000 francs. Et la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que vous comptez faire pour soulager vos compatriotes? D'abord, M. Ouattara. Oui, tout d'abord, je suis d'accord que l'on prenne le kilo de viande qui a 2000 francs, le litre d'huile, le kilo de sucre, etc. 50 francs, tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ça, même le ticket de bus qui est à 200 francs. Tout ça est vrai. Mais dans la réalité, nous avons un pays où le problème fondamental est le problème du chômage. Vous savez, quand on a un salaire modeste et que tout le monde travaille dans la maison, on ne sent pas les difficultés de la même manière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai visité des familles pendant la campagne ici, et quelquefois, il y a 7, il y a 8 enfants qui sont là. Ils viennent d'avoir leur BTS, etc. Ils n'ont pas d'emploi. La maman me disait qu'elle se lève à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Le papa est retraité. Ils n'ont rien. Ils ont peut-être 120 000 francs de pension du papa. La femme n'a rien pour son commerce. Les enfants n'ont pas de travail. À partir de là, la cherté de la vie est un problème, mais le problème fondamental également, c'est le chômage. Nous avons la chance d'être dans une union monétaire. Je ne veux pas faire de la pédagogie économique ou monétaire, et c'est grâce à ça que les prix sont élevés, mais ne sont pas
aussi élevé que dans des pays voisins. Si vous allez au Ghana ou bien vous allez dans des pays comme le Nigeria, vous verrez que les prix augmentent beaucoup plus vite. Nous, l'ancrage monétaire que nous avons nous a protégés, mais cela ne suffit pas. Alors donc je reviens sur ce que je viens de dire. La solution, c'est vraiment de relancer l'économie. C'est d'avoir un plan ivoirien de redressement de la Côte d'Ivoire, de relance de la Côte d'Ivoire, avec 12 000 milliards sur 5 ans. On peut les trouver. Et puis nous aurons après ces élections le soutien de la communauté internationale, mais par-dessus tout la confiance des Ivoiriens pour pouvoir faire cela. Et une fois qu'on aura engagé ces chantiers, vous verrez que le chômage va diminuer et les souffrances des familles vont diminuer, parce que si vous avez 4 enfants, il y a 2 qui trouvent un emploi dans un an, ça change totalement la situation dans la famille. Mais si ça continue comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Donc moi je suis confiant parce que nous avons un peuple travailleur. Les Ivoiriens l'ont démontré par le passé, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le transport, les Ivoiriens travaillent. Et donc il faut que nous fassions en sorte que ce travail produise des effets au plan économique et que ce gâteau que nous aurons, une partie soit utilisée à faire du social pour les plus défavorisés de la nation. Monsieur Mabo. Je voudrais dire au Premier ministre de ne pas trop utiliser le mot gâteau, parce que ça fait penser à quelqu'un et ça n'a pas été bien. Bon, c'était un peu pour me déconcentrer. Mais le chômage... Parce que j'aime le gâteau. Le chômage, c'est la lèpre des pays modernes. Le chômage, c'est la lèpre des pays modernes. Il faut la considérer comme telle. Et il faut des traitements chocs. Mais j'ai dit au Premier ministre que la guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Depuis 1915, avec la fin de la pacification, c'est-à-dire la fin de la colonisation brutale, c'est la première fois que nous vivons un tel traumatisme. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Donc en parler, c'est bien. Lui-même a dit qu'il faudrait faire une enquête. C'est très bien, il faudrait faire des enquêtes, c'est très bien. Et il y a déjà même une enquête qui a été, une enquête parlementaire qui a commencé sur ce sujet-là. Et il faudrait qu'il appelle l'Assemblée nationale pour voir où en sont ces enquêtes. Mais le chômage, c'est la plaie. Il faut absolument mettre tout ce qu'on a dans la lutte contre le chômage. Alors, il y aura en même temps la lutte pour améliorer les infrastructures ou en créer de nouvelles. Il y aura en même temps la lutte pour construire des universités, des CHU. Moi, j'ai proposé de créer à peu près 10 régions, parce que je me dis que dans chaque région, on doit signer un contrat plan entre l'État et la région pour la construction d'une université, donc d'un CHU. Une université, donc parce qu'un CHU est un établissement universitaire. Donc il faut le faire, mais tout ça c'est l'investissement. C'est l'investissement qui est fait, et cet investissement-là crée des emplois. Mais par-dessus tout, il faut libérer les jeunes. Les jeunes qui ont un esprit de créativité, il faut les libérer en leur apportant les moyens. Moi, je suis heureux que le Premier ministre ait dit qu'il a aidé les jeunes à trouver les moyens pour investir. Là, parce qu'il y a 3 axes pour faire les emplois. L'axe de la fonction publique, mais il faut dire aux Ivoiriens que tous les Ivoiriens ne peuvent pas être fonctionnaires et que notre État va s'écrouler si on le fait, mais c'est un axe. Surtout pour recruter des policiers, des gendarmes, des enseignants et des médecins et des infirmiers. L'autre axe, c'est le privé, et c'est là où on doit avoir le plus gros bataillon de travailleurs. Et puis le troisième axe, c'est l'aide directe pour la création des petites entreprises. On va terminer sur ce chapitre, les questions économiques, par un mot sur la dette intérieure qui est de 1555 milliards et la dette extérieure 5357 milliards. Comment apurer la dette qui constitue véritablement des obstacles au développement? Monsieur Laurent Mabo. Ah, c'est à moi que vous. Oui, mais sur la dette extérieure, j'ai déjà indiqué.
Bon, je ne vais pas polémiquer avec le Premier ministre, parce qu'il y a les chiffres autant où il était là, mais je ne polémiquerai pas, on est assez civilisé comme ça. Je voudrais dire que si la dette extérieure, il y a déjà indiqué que nous avons trouvé 6 700 milliards de transferts de dette extérieure et nous avons donc engagé les discussions pour qu'on efface cette dette. On ne le passera peut-être pas totalement, mais on nous remettra une bonne partie. On nous remettra. Et je suis vraiment confiant et je compte vraiment dessus. Je compte dessus pour qu'on soit soulagé et que notre argent n'aille plus à l'extérieur, surtout qu'on ne sait pas toujours exactement à quoi ces dettes, ces sommes colossales ont servi. Pour la dette intérieure, nous commençons à rembourser. Évidemment, ceux à qui nous devons, ils crient, et ils ont raison, pour dire qu'on ne va pas assez vite. Mais ça dépend des ressources disponibles. Ça dépend des ressources disponibles. Nous avons déjà commencé à rembourser la dette intérieure et c'est par catégorie professionnelle que nous le faisons. Je voulais dire sur ce fait-là que revenir un peu sur l'emploi. Je voulais revenir sur l'emploi pour dire que... Vous avez encore 1 minute 25 secondes. Oui, je vois bien mon tableau, le tableau que vous m'avez affecté. Sur l'emploi pour dire qu'il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail et qui n'en ont pas. Et c'est vraiment la détresse. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, il y a vraiment une détresse. Donc il faut qu'on attaque vraiment résolument la question du chômage et je suis heureux que le Premier ministre ait dit la même chose que moi sur ce point. Bon, chacun peut aller de sa méthode, hein, ça c'est... mais l'essentiel c'est que pour sauver la Côte d'Ivoire de demain, pour que les jeunes Ivoiriens ne soient plus désespérés, il faut qu'on mette vraiment l'accent massivement contre le chômage pour la création des emplois. Et là-dessus, bon, j'ai confiance parce que quand j'écoute les uns et les autres parler, je sais que quel que soit celui qui est élu, je sais que ce sera moi, mais quel que soit celui qui est élu, quel que soit celui qui est élu, on fera un effort contre le chômage. Donc, voilà, le chômage, tel est le point essentiel aujourd'hui pour l'économie. Voilà. Mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il dit sera élu. Non, mais et puis je suis surpris d'ailleurs, je dois te dire que d'habitude on se tutoie, on s'appelle Alassane, Laurent. Non, mais, et ce soir tu es là, tu dis Monsieur le Premier ministre. Non, mais parce qu'on est dans une émission télévisée. Il faut que les Ivoiriens le sachent, qu'ils sachent que nous n'avons pas de problème. En conclusion, je le dirais. Bon, c'est-à-dire, comme nous sommes dans un débat, j'espère que vous avez... remettez son temps. Non, je voudrais dire que nous sommes dans un débat, et ce débat, il est un peu solennel. Oui, bien sûr. C'est la première fois que les Ivoiriens voient ça. Donc, je veux lui conserver son caractère solennel. C'est pourquoi. Sinon, dès qu'on sort d'ici, ça n'empêche pas que nous puissions nous appeler comme on s'appelle d'habitude pour toute la sincérité que je souhaite que nous ayons à l'endroit de nos compatriotes. Voilà. Donc, pour la dette intérieure, vous savez, la difficulté des économies en panne comme la nôtre ne peut se régler que c'est comme une pompe qu'on relance, vous voyez. Et la dette intérieure, en payant la dette intérieure, on permet aux entreprises d'avoir de l'argent et d'aller donc beaucoup plus vite par rapport à tout ce qui a trait au recrutement, au paiement des fournisseurs et ainsi de suite. Donc pour moi c'est une priorité. C'est 1500 milliards de dettes intérieures. Je ne sais pas combien je peux payer en un an, mais certainement il ne faudra pas prendre 5 ans pour payer les 1500 milliards. Dans le programme, nous avons prévu que dès la première année, nous voulons payer au moins un tiers de la dette intérieure. Parce que c'est comme ça qu'on relance. Je veux trouver les leviers qu'il faut pour relancer l'économie dès l'année prochaine
Et ainsi, nous allons pouvoir, à la fin de l'année 2011 ou en 2012, voir qu'une économie qui a une croissance de 6 à 8% ou plus et qui permet d'absorber le chômage et créer des emplois pour tout le monde. Maintenant, pour la dette extérieure, je crois qu'on en a parlé, mais je voudrais aussi signaler tout de même que s'endetter n'est pas un crime. Hein. Vous savez, c'est normal qu'un État s'endette. Tout dépend de la proportion dans laquelle on s'endette. Exactement. C'est ça la question de fond. Nous nous sommes endettés, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais il y a des choses en contrepartie. On a des routes, on a des autoroutes, on a tout de même la construction de Yamoussoukro, c'est un pays il y a 20 ans qui avait une infrastructure des meilleures dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Donc s'endetter n'est pas quelque chose qu'il faut interdire. Moi j'ai l'ambition, non seulement après qu'on ait réglé ce problème de la dette extérieure, les 6 000 milliards, bon, avec le PPT, ça va se régler en un an ou deux, mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Vous voyez le Ghana qui était derrière nous il y a 10 ans, l'année prochaine le Ghana sera classifié par la Banque africaine de développement comme étant un pays émergent. Alors mon ambition c'est de faire de la Côte d'Ivoire en 5 ans un pays émergent qui peut aller sur les marchés de capitaux, emprunter à moyen à court terme pour pouvoir donc consacrer cela au paiement de la dette intérieure mais également à la relance de l'économie. Alors, nous allons aborder maintenant le 4e et avant-dernier chapitre de cette émission consacrée aux questions des sociétés pendant 30 minutes. On va commencer par l'école. Le système éducatif ivoirien, tout le monde le sait, était l'un des plus performants de la sous-région. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup d'Ivoiriens le disent, l'école est en crise. Les effectifs pléthoriques dans les classes, il y a insuffisance des ressources et des infrastructures, la violence. Conséquence, le taux de réussite est très bas. Quel est votre projet pour réhabiliter l'école ivoirienne? On va commencer par M. Ouattara. Oui, je vous remercie. L'école est un problème majeur. Je dirais que dans mon programme, les priorités, tout est prioritaire, mais la première priorité, c'est la santé d'abord et aussi l'école. Vous avez tout dit déjà en parlant de l'état de l'école. Et je me souviens quand moi je suis arrivé en 90 et que j'ai rencontré les étudiants, leur première requête c'était les infrastructures et aussi quelquefois les professeurs. Et c'est comme cela que j'avais pris l'engagement avec eux de construire de nouvelles universités. Et en 3 ans, j'ai pu construire 2 universités. Donc à Bobo-Adjamé et Boaké ensuite, pour décongestionner. Donc pour le programme de 5 ans que j'envisage, je l'ai dit, je vais construire 5 universités. Parce qu'il faut décongestionner l'université. Il faut que l'université sorte de la ville d'Abidjan. J'ai l'ambition de faire un grand campus universitaire vers Benjerville ou ailleurs, à 50-40 km d'ici, même plus, pour que ce soit un campus qui va pouvoir accueillir des dizaines de milliers d'étudiants, avec les infrastructures modernes, tout ce qui a trait avec les nouvelles technologies, ainsi de suite. C'est important parce qu'à partir de là, il y a une aération et les étudiants se trouveront dans un environnement où la violence ne prendra plus le pas. Parce que aussi la promiscuité, toutes ces questions donc de logement, de bourse, d'indemnité créent des difficultés. Donc ça, il y a les infrastructures qu'il faut régler. Mais il y a également la question fondamentale de l'enseignement lui-même. Là, moi, je ne suis pas enseignant de profession, mais mon comité d'experts me dit qu'il faut qu'on révise notre programme pédagogique et que nous avons du retard par rapport aux pays voisins, sans compter avec les pays occidentaux. Donc il y a l'infrastructure, il y a donc la pédagogie, mais il y a également la formation des enseignants et le recrutement des enseignants. Et nous avons fait un calcul dans notre programme. Vous savez, il y a 700 000 naissances en Côte d'Ivoire chaque année. C'est pratiquement autant qu'en France. Alors quand vous faites le calcul de tout ça, vous verrez que pour l'école, il faut recruter des dizaines de milliers
milliers d'instituteurs sur les 5 ans. C'est que vous verrez, quand je dis 60 000 instituteurs, c'est parce que la démographie l'exige. Donc nous avons un investissement massif également à faire dans l'école et nous devons construire des infrastructures, nous devons recruter des professeurs, des instituteurs et nous devons faire en sorte que la pédagogie globale soit révisée par ceux dont c'est le métier. Monsieur Babo, comment réhabiliter l'école ivoirienne? Ce qu'il dit est une bonne chose, mais il faut que je relève certaines... parce que les Ivoiriens sont vraiment dans l'émotion, plus que dans les faits. En 1991, ils disent que l'école a chuté aujourd'hui, mais en 1991, pour le CEP et l'entrée en 6e, on avait 21% de réussite. 1991. En 2002, on a 64% de réussite. Au BEPC, on a eu en 1991 31% de réussite. En 2002, on a eu 36,45% de réussite. Au baccalauréat, en 1991, on a eu 27,25% de réussite. En 2002, on a eu 27,25% de réussite. Je vais prendre en 1994, CEP est entré en 6e, 37,34% de réussite. En 2004, nous avons 68,94% de réussite. Au BEPC, en 1994, nous avons 7,85% de réussite. En 2004, nous avons 31,43% de réussite. Au baccalauréat, en 1994, on avait 13,52% de réussite. En 2004, nous avons 3,71% de réussite. Donc les Ivoiriens sont dans l'émotion actuelle. Ils ne regardent pas les chiffres. Nous faisons mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Nous faisons mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Malgré tout, nous faisons mieux qu'il y a 20 ans. Ceci dit, ça ce n'est pas pour nous excuser, mais ceci dit, il faut maintenant, au niveau de l'école primaire et de l'école secondaire, il y a un problème. Quand on crée un centre où les enfants déjeunent, c'est-à-dire une cantine scolaire, le taux de scolarisation est plus fort. Et les enfants travaillent mieux. Je vais nommer un secrétariat d'État à l'éducation nationale qui sera chargé des conditions de vie des écoliers, des élèves et des étudiants. Parce que c'est là où notre système pêche. Les écoliers, les élèves et les étudiants ne sont pas assurés de vivre bien. Donc nous allons créer un secrétariat d'État pour ça. Ensuite, il faut introduire l'anglais dès l'école primaire. Il reste 10 secondes. Oui, il faut introduire l'anglais dès l'école primaire et aucun étudiant ne doit sortir de l'université s'il n'a appris à manipuler l'informatique. Alors, on parle de la santé qui coûte cher. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner convenablement. Les hôpitaux démunis, désertés par des membres du corps médical, démotivés. Comment permettre aux Ivoiriens de bien se soigner et à moins de frais? Écoute, la santé coûte cher. Il faut le dire aux Ivoiriens. Et depuis, il essaie de le dire. Mais pourtant, il faut les soigner. Donc, il faut créer les conditions pour que chacun suive les traitements que son état de santé nécessite. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes frappent à la porte de la présidence pour se faire soigner, pour se faire opérer, pour se faire ceci, pour se faire cela. Ça coûte cher à la présidence. Ça coûte cher à la présidence. Et la présidence de la République devient le plus grand centre social du pays. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il faut qu'on crée l'assurance maladie universelle. Il faut qu'on crée l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que c'est une assurance, mais ce n'est pas une assurance privée. C'est une assurance où chacun cotise. Chacun cotise et une fois qu'il a cotisé, il a un papier, une carte à partir de laquelle on peut le soigner gratuitement. C'est-à-dire, c'est pas gratuitement, c'est-à-dire sa caisse d'assurance maladie va payer.
Pour les paysans, il y aura la caisse sociale agricole. Et là, on pourra prendre déjà sur le café, le cacao, les VA, les palmiers à huile, etc. pour créer leur caisse. Pour les fonctionnaires et les employés du privé, on va discuter. J'avais proposé 5% sur leur salaire mensuel, mais ça, ce sera à discuter. Pour tous les autres qui ont plus de 18 ans et qui n'ont pas d'emploi, on va fixer un forfait, soit 10 000 francs, soit 20 000 francs, mais les gens étudient ce cas. Donc voilà, la santé, évidemment, il faut construire. Il faut construire des centres de santé dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les communes, etc. Mais il faut surtout faire en sorte que chacun ait une assurance pour aller tranquillement vers les médecins quand son état de santé l'exige. Alors, nous allons en plus faire les régions et dans chaque région faire une université. Et à chaque université est accolé un CHU. Ça, c'est vraiment, c'est très bien. C'est très bien et c'est comme ça, c'est dans cette direction qu'il faut aller. On peut discuter de la manière d'organiser l'assurance maladie, on peut le discuter. Elles n'ont pas tous la même forme en Allemagne et en France, elles n'ont pas la même forme en France et en Angleterre, tout ça, mais le principe, c'est que chacun qui vit en Côte d'Ivoire doit être tranquille au niveau de sa santé. Quand il a une mauvaise santé pour une raison ou pour une autre, il doit être capable d'être en face d'un infirmier ou en face d'un médecin ou en face d'un spécialiste pour les soins que son état nécessite. M. Ouattara, comment comptez-vous permettre aux Ivoiriens de bien se soigner et à mon frère? Oui, je l'ai dit que si j'ai pu m'exprimer ma première priorité, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'un citoyen en bonne santé est un citoyen productif, donc qui peut travailler plus, qui peut permettre à la collectivité d'avoir plus d'argent, plus de disponibilité, ainsi de suite. Laurent Gbagbo a parlé tout à l'heure de l'AMU. Effectivement, il a dit que les divers systèmes existent. Nous avons effectivement parlé d'un plan santé également, où nous prévoyons donc 1000 francs par personne. Et ceci permet de prendre en charge les personnes dans les centres de santé et les hôpitaux publics, et surtout de le faire gratuitement pour les personnes les plus défavorisées. C'est important, et qu'ils auront des médicaments de base quand c'est nécessaire, contre le palu, l'aspirine, des choses comme ça. Mais au-delà de tout ça, il faudrait quand même parler de la réalité de la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espérance de vie est tombée en Côte d'Ivoire à 46 ans. Il était à 55 ans en 93. La malnutrition touche un enfant de moins de 5 ans sur 3. Et sa forme aiguë, donc un enfant sur 15. Sur 3 personnes dépistées séropositives qui devraient être traitées dès le déficit d'aucun traitement. On n'arrive pas à obtenir des chiffres précis, mais il paraît que 40 000 à 60 000 femmes meurent chaque année en donnant la vie, etc. etc. Ce que nous avons prévu dans notre plan santé, en plus de l'assurance générale qui permet de résoudre les problèmes globaux, surtout pour les plus favorisés, c'est de construire 5 CHU, je l'ai dit déjà. C'est de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de centres de santé, et surtout qu'aucun Ivoirien n'ait à se déplacer plus de 5 km pour avoir accès à un centre de santé. Donc ça veut dire qu'il faut réhabiliter les centres de santé existants, il faut créer de nouveaux centres de santé, et il faut surtout y mettre des médicaments de base gratuitement, et il faut faire en sorte qu'il y ait un hôpital à tous les 50 km. Tout ça est prévu dans mon programme, malheureusement il ne me reste plus que 20 secondes, et la prise en charge de tout ça va coûter de l'argent. Mais vous savez, c'est le domaine aussi, de par mon expérience, c'est la santé, le domaine où on peut trouver le plus facilement de l'argent. C'est pas très difficile. Si on a un programme cohérent et on est capable de l'expliquer à l'international, on trouve de l'argent facilement. Toutes les grandes fondations, Bill Gates,